tant attendue réunion du FOMC a eu lieu hier. Et même si, comme attendu, les taux sont restés inchangés, le Bitcoin a pris 7,5% sur la journée. Alors reste bien accroché, je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 20 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Regardez-moi ça les amis, une troisième journée consécutive dans le vert, mais qu'est-ce qui se passe? On a Ethereum qui a pris 4%, on a Bitcoin qui a pris 3,3%, NIR plus 6%, Bonk 6,7%, plus 19,3% sur Tel. Alors là clairement les amis, il y a quelque chose, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Alors je déconne, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Regardez, pour bien continuer, on a l'indice de la peur et de la cupidité qui est passé à 31. On est toujours dans la peur, mais on passe bientôt dans la neutralité. Alors clairement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors on va pas se réjouir trop vite, attention Avec notre petit Trumpiné aux manettes, on a vite fait de courir à la catastrophe. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt rassurant. Première news, évidemment, on a la Fed qui décide de laisser les taux directeurs inchangés. C'est ce qui était attendu par la majorité du marché, mais ça a confirmé effectivement une politique de la Fed engagée depuis quelques mois déjà. Alors ce qui était intéressant hier, ce n'était pas seulement la décision de la Fed de baisser ou d'augmenter ou de laisser les taux inchangés, c'était surtout le discours de Jérôme Powell juste après, donc le Jérôme Powell qui est le président de la Fed. Et donc, il affirme qu'une bonne partie de l'inflation provient des taxes douanières initiées par Trump. Entre parenthèses. Parce qu'effectivement, il s'est dit à demi-mot, on peut pas vraiment le dire que c'est la faute de Trump. Et d'ailleurs, l'image est très explicite. Quand on regarde Trump en train de dévisager Jérôme Powell qui fait son discours, on a tout de suite compris. Dans la foulée, il nous dit qu'il y aura une inflation plus élevée au cours de l'année prochaine, en raison des taxes douanières, et il affirme également que l'inflation au cours des 5 prochaines années pourrait être stable ou légèrement en baisse. Alors je vous rassure, il n'a pas dit que ça. Il a quand même dit des choses qui étaient énormément encourageantes pour l'économie. Certes, il garde les taux inchangés, parce qu'il estime que ce n'est pas encore le moment de les baisser, mais il s'est quand même montré très positif et encourageant vis-à-vis de l'économie actuellement. D'où une petite reprise haussière sur les marchés à risque. Mais alors, qu'est-ce que Powell nous cache? Il ne peut pas vraiment nous détailler à cause de Trump. Eh bien, il ose dire qu'effectivement, l'inflation sera due aux taxes douanières qu'aura imposé Trump, et il n'explique pas pourquoi. En réalité, il y a plusieurs raisons qui feraient que ces taxes douanières imposées par Trump feront mécaniquement augmenter l'inflation. Première, c'est que les taxes douanières augmentent le prix des produits importés. Si les entreprises étrangères ou américaines qui importent ces biens répercutent ces coûts supplémentaires sur le consommateur, les prix à la consommation augmentent directement. Évidemment, c'est pas les sociétés qui vont réduire leurs marges pour que le consommateur ait un produit au prix inchangé. On est dans un monde capitaliste, évidemment. Donc sur qui il y aura une répercussion? Sur le consommateur. Et ça, évidemment, Trump ne nous le dit pas. La deuxième raison, c'est qu'il pourrait y avoir un effet sur les chaînes d'approvisionnement. De nombreuses industries aux États-Unis dépendent des composants ou de produits finis importés, et si ces entrants deviennent plus chers à cause des tarifs, des taxes douanières, les coûts de production augmentent, ce qui peut se traduire par des prix plus élevés pour les produits finaux, donc pour le consommateur américain. Troisième raison, c'est que cela fait une réduction de la concurrence étrangère. En rendant les importations plus coûteuses, les tarifs, donc les taxes douanières, protègent les producteurs locaux, mais cela peut aussi réduire la pression concurrentielle qui maintient les prix bas. Les entreprises nationales pourraient alors augmenter leurs prix sans craindre de perdre des parts de marché. Et oui, c'est ça le protectionnisme. Quatrième raison, c'est qu'il peut y avoir un effet en cascade sur l'économie. Si les prix des biens de base, comme l'acier ou les produits agricoles, montent à cause des tarifs, des taxes douanières, cela peut se répercuter sur d'autres secteurs, construction, alimentation, etc., amplifiant ainsi l'inflation globale. Et enfin, et c'est ce qui est en train de se produire, il peut y avoir des représailles commerciales. Les pays visés par ces taxes pourraient répondre par leurs propres tarifs sur les exportations américaines, ce qui pourrait réduire la demande pour ces produits, affecter les revenus des exportateurs américains et potentiellement augmenter les pressions inflationnistes internes via une croissance économique ralentie ou des coûts ajustés. Bon, pour résumer, les taxes douanières de Trump, là, elles agissent comme une taxe indirecte sur les consommateurs et les entreprises, augmentant les coûts à différents niveaux de l'économie, ce qui peut alimenter l'inflation, surtout si la demande reste forte malgré la hausse des prix. Après, ça dépend quand même de facteurs comme l'élasticité de la demande et la capacité des entreprises à absorber ces coûts sans les répercuter. Mais bon, ça on n'y croit pas beaucoup, malheureusement. Et voilà dans le détail en fait ce que Powell ne peut pas dire et ce que Trump, évidemment, nous cache. Et d'ailleurs, Trump, en parallèle, qu'est-ce qu'il fait lui? Il poste sur son propre réseau social, la Truth Social, que la Fed ferait bien mieux de réduire les taux alors que les taxes douanières américaines commencent à s'intégrer doucement dans l'économie. Faites le bon choix, le 2 avril est le jour de la libération aux États-Unis. La libération de quoi? On ne sait pas. Dans tous les cas, sur papier, sa guerre commerciale, là, elle ne peut avoir qu'un impact négatif sur l'économie américaine. C'est pas pour rien que tous les marchés se cassent la gueule depuis son investiture. Alors, dernier mot au sujet de Trump, il y a Eleanor Terret, donc qui est une journaliste spécialisée dans la crypto-monnaie, qui rapporte qu'une annonce majeure concernant la politique de Donald Trump en matière de crypto-monnaie est attendue prochainement. En réalité, ça s'est annoncé, ça sera cet après-midi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bonne question. Vu qu'il nous a rien dit pendant le Crypto Summit, bon, on verra. Dans tous les cas, je vous posterai tout ça
sur le Twitter. N'hésitez pas à me suivre, Jay Trading Bitcoin. Je vous sélectionne toutes les news importantes tous les jours. Et alors, dernière news concernant le XRP de Ripple qui dépasse les 2,50 $ en hausse de 14% alors que les baleines détenant plus de 1 million de XRP possèdent désormais 46,4 milliards de tokens. Alors les tokens, ce sont des jetons, ce sont les pièces, quoi. C'est le nombre de XRP qu'ils détiennent. Ils augmentent ainsi leur avoir de 6,5% en 2 mois. L'activité des adresses a explosé en mars avec 6 fois plus de portefeuilles uniques interagissant sur le réseau. Alors est-ce qu'il nous prépare quelque chose sur Ripple? Est-ce que ça a un rapport avec la future annonce de Trump? C'est possible, hein, attention, il est vraiment derrière le Ripple. Et Ripple fait beaucoup de lobbyisme, justement, auprès de l'administration Trump pour pouvoir pousser le projet Ripple. Même si, entre vous et moi, il n'y a pas grand-chose derrière ce projet. Il avait été boudé pendant des années, pas seulement parce qu'il était en procès contre la SEC, mais surtout parce qu'il allait à l'encontre de l'éthique et de l'esprit des crypto-monnaies. Puisqu'en fait, c'était une crypto-monnaie qui était destinée à être centralisée, à travailler avec les banques. Vu que l'esprit du Bitcoin, c'est justement la décentralisation, Ripple a toujours été un projet qui a été boudé par les OG. Les OG, ce sont les originals, ce sont les cryptophiles des premières heures, quoi. Des premiers instants. Donc pour tous ceux qui ont ces valeurs libertariennes, promouvoir un token qui plébiscite la centralisation, évidemment, c'est antinomique. C'était tout pour les news, on passe tout de suite sur les inflows et outflows sur les ETF. Et donc on voit sur Bitcoin qu'on a 11,8 millions qui sont encore entrés sur les ETF hier. Sur Ethereum, c'est 11,7 millions qui sont sortis. Bon, ce sont encore des outflows, mais les montants sont petits, hein. Faut quand même se rappeler qu'il y a plus de 2,5 milliards de dollars qui sont sur les ETF Ethereum actuellement. Donc moins 11 millions, c'est pas catastrophique. Alors avant de passer à l'analyse technique, je vous rappelle juste que, à la demande de plusieurs, je vous ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader que vous pouvez télécharger directement sur mon site. Pour ça, il suffit de suivre le lien que j'aurai mis en commentaire épinglé, de rentrer votre petit email dans le champ et de cliquer sur télécharger. Vous recevrez un mail pour pouvoir télécharger effectivement votre petit lexique. C'est totalement gratuit. Et on passe tout de suite sur la liquidation heatmap. Et comme je vous disais, effectivement, on était en train d'osciller juste en dessous de la poche de liquidité à 86 000 $, qu'on est enfin venu éclater. Et on a même été prendre une partie de celle du dessus aux alentours des 87 250 $. Bon là, quand on regarde sur un mois, il n'y a pas vraiment de raison de redescendre, hein. Les liquidités en dessous de nous, elles sont à partir de 67 000 $. Au-dessus de nous, elles sont aux alentours des 100 000 $. On est en plein milieu de range. Mais la clôture d'hier, franchement, est plutôt encourageante. Donc, est-ce que je chercherai tout de suite à shorter le marché? Est-ce que ça va redescendre tout de suite? Je ne suis pas certain. Je pense que ça peut encore monter un petit peu avant de prendre une bonne respiration à la baisse. Et dans tous les cas, les mouvements qu'on a initiés depuis quelques jours là sont assez sains. On a fait une bonne consolidation. Hier, on a eu ce qu'on appelle un grind up. Et donc, c'est une hausse organique parce que le prix, en fait, n'a pas été poussé d'un coup comme ça par une grosse mèche, comme on avait vu là lors de l'annonce de la réserve stratégique en Bitcoin, Ethereum, Solana, ADA, etc. Ça, c'était un dimanche, hein, Trump qui avait fait ça. Donc, c'était le dimanche 2 mars. Là, vous voyez, on est monté de manière ce qu'on appelle organique. Il n'y a pas eu d'effet d'annonce, il n'y a pas eu de mouvement brusque. Et donc, c'est plutôt sain. Alors, quand on regarde le Bitcoin en daily, je rappelle qu'en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On voit qu'on a enfin cassé ce range là dans lequel on est coincé depuis une semaine et qu'on a pris hier, entre le plus bas et le plus haut, on a pris quasiment 7,5%. Alors, on est toujours dans une traîne baissière, attention, hein. Comme vous voyez, on n'a toujours pas cassé. Il faudrait faire un plus haut que celui-là, dépasser les 94 000 $. Et là, effectivement, on se demanderait si on repart sur une tendance haussière ou pas. Pour l'instant, on est encore coincé dans une tendance baissière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut short le marché? Pas forcément. Ça va dépendre de la time frame sur laquelle vous tradez. Si vous êtes un swing trader, c'est-à-dire que vous prenez des trades qui vont durer plusieurs jours, effectivement, il vaut mieux aller dans le sens de la tendance sur un short. En revanche, si vous êtes plutôt un day trader, là, on voit bien que jour après jour, le Bitcoin est en train de monter tout doucement. Donc là, on suivrait peut-être cette trend-là et donc on prendrait plutôt un long. Si vous êtes un scalper, là, peu importe, long, short, de toute façon, c'est pour des très petits trades sur des toutes petites variations. Si vous scalpez, effectivement, vous pouvez rentrer comme vous voulez, à condition que vous suiviez effectivement votre stratégie et votre risk management. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur le risk management, c'est à la base du trading, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous préparerai ça pour une prochaine vidéo. Donc quand on zoome en 1 heure, c'est-à-dire que chaque bougie représente 1 heure, on voit que sur la journée d'hier, on est monté, comme je vous disais, de manière organique. Il y a eu un petit peu de volatilité là, juste à l'annonce des chiffres du FOMC. On a repris notre tendance haussière tranquillement. Donc là, cette zone-là, elle n'est pas anodine en fait. Puisque vous voyez, elle correspond à cette longue période d'accumulation sur les 86 000 $, 86 500, où justement, il y avait pas mal de trades qui se sont accumulés, qui avaient été cassés à la baisse. Donc en fait, ici, il y a plein de stop-loss de personnes qui ont shorté. Donc il y a plein de liquidités à venir chercher. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est juste venu les chercher, on a dépassé un petit peu et on est reparti à la baisse. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va continuer de descendre? Pas forcément. Vu la réaction d'hier, vu la belle bougie haussière qu'on a eue, il est possible qu'on continue de monter encore. Personnellement, si je devais prendre une position, je chercherais plutôt un long, donc plutôt un pari à la hausse qu'un short. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo hier, vous vous rappellerez que j'avais pris un long ici, avec un stop-loss comme ça, que je me suis fait ressortir là. En fait, j'aurais pu prendre 12 R.
Voilà, si j'avais pas bougé mon stop loss, j'aurais pu prendre 12R. 12R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le R, c'est le montant que vous risquez si le prix traverse votre zone bleue et va toucher du coup votre stop loss. Le stop loss, c'est le bottom de votre zone bleue là. Alors moi, j'ai des couleurs personnalisées. Normalement, c'est vert en profit et rouge en perte. Et donc, par exemple, sur ce trade là, si le prix vient toucher votre stop loss et que vous aviez risqué 100 $ sur cette variation, et ben sur la variation inverse, donc sur le en profit, vous auriez pu prendre 12 fois 100 $. En l'occurrence, c'est moi qui aurais pu prendre 12 fois 100 $ si j'avais pas remonté mon stop loss à break-even et que du coup je m'étais fait sortir. Il suffisait juste de le laisser là où il était tranquillement et voilà, j'ai gagné mon trade. Mais non, la psychologie du trading est plus dure que ça. J'ai pas su résister à l'idée de sécuriser mon trade et j'ai bougé mon stop loss. Encore une belle leçon. Quand on regarde l'Ethereum, on voit également une belle poussée haussière hier et d'ailleurs il avait même surperformé Bitcoin sur toute la journée. Alors ça y est, le Bitcoin s'est un peu rattrapé en fin de journée avec le FOMC, mais l'Ethereum nous a quand même fait une belle petite poussée. C'est encourageant. D'ailleurs, ça se voit sur le ratio Bitcoin-Ethereum. Vous voyez, hier, on avait fait une mèche. Donc là, c'était le début de journée où Ethereum surperformait le Bitcoin. Et puis après, il y a eu le FOMC, on est redescendu. Là, on est en train de baisser tout doucement. Bon, comme vous le voyez, c'est ridicule, hein, on est toujours dans une belle traîne baissière. Les valeurs là sont infinitésimales comparées à la baisse qu'on a eue. Écoutez, on se raccroche à ce qu'on peut. Hein. J'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus d'Ethereum que de Bitcoin, donc ça m'arrangerait qu'ils reprennent un peu des couleurs face au Bitcoin. Bon, pas de changement sur la Bitcoin dominance, hein, on est toujours coincé dans ce petit mouchoir de poche. Comme je vous ai dit, de toute façon, il faudra toujours attendre que l'Ethereum vive son cycle, c'est-à-dire qu'il ait aussi son rallye haussier, pour qu'ensuite la liquidité se déverse sur les altcoins. Et donc que la Bitcoin dominance baisse. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!